Got it. Ok. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Axel Carry. Je suis à la fois professeure de physique-chimie, je suis également psychopraticienne spécialisée dans les traumas, les phobies et tous les troubles d'anxiété, etc. Je suis aussi accompagnatrice en réflexe archaïque avec l'outil IMP qui s'appelle donc intégration motrice primordiale qu'a créé Paul Landon. Voilà, donc cet outil en fait rassemble toutes les techniques qui peuvent exister de par le monde et qui fonctionnent bien. Et voilà, donc c'est un brassage un peu de tout ce qui existe pour intégrer les réflexes. Voilà, alors avant d'aller plus loin, je vais déjà dire ce que c'est qu'un réflexe déjà et pourquoi c'est si important d'avoir des connaissances dans ce domaine parce que ça peut être très utile dans tout ce qui est accompagnement et bien-être, accompagnement des personnes et dans le bien-être. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réflexe? Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, déjà des notions concernant les réflexes archaïques. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont déjà des notions ou pas? Alors, je regarde. Vous partez de zéro dans ce domaine, tous? Bon, Yves en avait déjà parlé en formation. D'accord, J'ai travaillé sur certains réflexes, certains de mes réflexes, mais sans plus, quoi. d'accord. Et les autres? Non, on l'a survolé un peu avec Yves, mais on ne l'a pas encore vu. Donc, c'est D'accord, pour ça que j'étais curieuse un petit peu de voir ça et je suis le soir, en fait. Voilà. d'accord. Et art-thérapie en mouvement? Océane, Des... non, moi, jamais. Peut-être Jamais, des d'accord. notions inconscientes, mais pas, voilà, pas de théorie, quoi. J'ai pas compris. Peut-être des notions inconscientes, enfin voilà, dans le travail Ah, qu'on a déjà pu oui, faire, mais pas de théorie vraiment spécifique, quoi. d'accord. Ok. Voilà. Et les autres, Non, moi, je pars de zéro. de zéro. Oui. Ok. Ben, on se connaît, hein, je crois. Oui, oui, on se connaît. Ok. J'ai fait Therapeutia aussi. Ok. Voilà. Donc, Moi, pas j'ai de connaissances en la matière. Ok. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, je Oui, m'appelle oui. Françoise. J'ai pas mis ma caméra parce que je suis pas très à l'aise avec l'image. D'accord. Mais moi, j'ai quelques notions de réflexe archaïque. J'en ai entendu parler dans une formation par une neuropsychologue D'accord. sur la dyspraxie. Je suis logopède en fait. Et D'accord. donc j'en ai entendu parler, ça m'intéressait, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. D'accord. Ok. Voilà. Donc, comme il y en a qui partent de zéro, ben on va partir de zéro. Déjà, dire ce que c'est qu'un réflexe. Donc, un réflexe, quand on parle juste d'un réflexe, c'est une réponse qui est totalement involontaire suite à un stimulus, que ce soit sensoriel ou visuel ou auditif ou proprioceptif. En tout cas, il y a un stimuli et ça provoque un mouvement involontaire, une réaction involontaire de la part du corps. Donc ça, c'est ce que c'est qu'un réflexe de manière générale, hein, puisqu'on a des mouvements réflexes, pas forcément archaïques. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que des réflexes archaïques? Eh ben, c'est des réflexes qui sont présents in utero ou à la naissance et dans les 2 premières années donc, de la vie de l'enfant. Et à quoi ils servent ces réflexes? Ben, c'est des schèmes moteurs, c'est-à-dire c'est des mouvements qui sont en quelque sorte automatiques, qui sont programmés chez le bébé et qui lui permettent en fait de s'entraîner à faire ces mouvements pour préparer des mouvements volontaires et intentionnels et de plus en plus complexes
Et quand ces mouvements volontaires et plus complexes se mettent en place, les réflexes s'inhibent, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir cet entraînement involontaire pour accéder à des choses plus complexes. Voilà. Et quand je dis pour accéder à un mouvement plus complexe, ce n'est pas que ça, parce que ça ne s'imite pas, en fait, les réflexes archaïques, les mouvements involontaires du bébé ne s'imitent pas à pouvoir faire des mouvements plus complexes. Ça s'étend également à pouvoir apprendre à la sphère cognitive, et ça s'étend également à pouvoir donc se mouvoir et avoir la pleine capacité de mouvement, mais également au niveau de la sphère émotionnelle. Donc ça permet aussi à l'enfant de gérer ses émotions, etc. etc. Voilà. Donc, voilà, donc il faut que les réflexes, une fois que le bébé s'est bien entraîné, il faut qu'il puisse s'inhiber pour qu'il puisse se développer et avoir la pleine capacité dans ces 3 sphères, émotionnelles, cognitives et corporelles. Donc, les raisons qui font que le bébé ne peut pas inhiber ses réflexes, eh bien, les raisons peuvent être multiples et variées. Donc, je vais juste donner des exemples, hein, mais ça peut être les sources sont très multiples. Donc, ça peut être la maman qui n'a pas assez bougé pendant sa grossesse ou qui a eu trop de stress pendant sa grossesse. Voilà, donc déjà, qui a eu trop d'émotions ou des chocs émotionnels pendant sa grossesse. Donc, le manque de mouvement de la maman, ça c'est aussi hyper important parce que le bercement in utero provoqué par les mouvements de la maman qui est active, qui va marcher, qui va évoluer normalement, c'est important pour que le bébé soit bercé. Les bercements, justement, c'est une des activités importantes pour intégrer justement les réflexes. Et donc, c'est pour se ramener à cette période primitive où le bercement a été nécessaire pour l'évolution de l'enfant dans le ventre de sa maman. Donc, ça peut être un accouchement traumatique, ça peut être toute la surmédicalisation autour de la naissance, hein, qui sont sources multiples aussi de petits traumas qui interfèrent justement avec l'émergence et les réflexes et l'inhibition des réflexes ensuite. Voilà, ça c'est déjà tout autour de la naissance. Une fois que le bébé est né, tout ce qui se passe dans l'heure qui suit aussi la naissance est aussi importante par rapport à l'évolution normale de ces réflexes chez le bébé. Donc par exemple, le fait d'un bébé qui est inondé de lumière, de froid, hein, puisque souvent on ne met pas de suite au contact de la maman, rien que ça peut effectivement être un obstacle pour le développement de ces réflexes. Et puis ensuite, après, le limiter dans un parc, par exemple, le mettre dans un yupala ou dans le cosy, en fait, de ne pas le mettre dans des endroits où il peut évoluer, ramper, grimper, ça l'empêche de pratiquer et de faire ces mouvements involontaires, ces réflexes où il s'entraîne. Si on l'empêche de faire ça, si on l'emmaillote, par exemple, on ne le laisse pas bouger, on ne laisse pas de liberté de mouvement, et tout ça peut contribuer à ce que les réflexes ne s'inhibent pas et restent et perturbent du coup l'enfant dans son développement. Et s'il n'a pas pu intégrer ces réflexes enfant, cette désintégration va demeurer jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Mais même en supposant que l'enfant ait pu inhiber ses réflexes, après en grandissant, soit à l'âge infantile ou soit à l'âge adulte, des chocs émotionnels, une mauvaise hygiène de vie, pas assez de mouvement, pas assez d'exercice naturel. Quand je parle d'exercice physique, ce n'est pas forcément aller à la salle et faire des haltères, c'est faire des mouvements pour lesquels on est fait naturellement, pour savoir grimper, sauter, marcher. Voilà, si un enfant ne bouge pas assez, s'il est devant sa console de jeu, ça va contribuer à faire émerger des réflexes, même s'ils étaient inhibés pendant sa prime enfance. Voilà.
Donc, tout ce qui est contre nature, on va dire, en gros, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation, des mouvements, etc., ça va contribuer à faire émerger les réflexes. Et également les chocs émotionnels, les stress répétés, les niveaux de stress élevés, etc., bah, ça va contribuer à les faire émerger, même s'ils étaient inhibés. Voilà. Donc déjà, là, je vous laisse la possibilité de poser des questions par rapport à ce que je viens d'exposer. Tout était clair, il n'y a pas de questions. OK. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, donc là, je vais vous donner des exemples de personnes que j'ai pu suivre et de ce que ça leur a apporté. Alors, par exemple, j'ai l'exemple d'Arthur, un petit garçon de 5 ans. Ses parents sont venus me voir parce qu'il a des problèmes d'encoprésie, donc ça lui arrivait à n'importe quel moment dans la journée, à l'école, etc. Donc, vous imaginez aussi la gêne pour cet enfant et la honte qu'il pouvait éprouver aussi par rapport à cette situation. Et donc, quand ils sont venus me voir, j'ai fait une petite évaluation de quelques réflexes. Il n'y en a aucun qui était intégré. Il était vraiment au niveau 0 de tous les réflexes que j'ai pu observer. Et donc, chez lui, en bossant, par exemple, le réflexe de Galland, le réflexe de Moreau, le réflexe de Pérez, eh bien, petit à petit, il a pu récupérer le contrôle et puis à arriver à régler ce souci. Voilà. Il y avait aussi, je donne quelques exemples comme ça, hein. Il y avait aussi une femme de 60 ans, par exemple, pour montrer vraiment que ça peut concerner tous les âges. Elle avait vraiment des difficultés relationnelles, même au sein de sa famille, elle n'osait même pas s'exprimer à table avec les membres de sa famille. Et donc, elle, pareil, on a bossé cette fois-ci le réflexe de Moreau, le réflexe de Landau et de Babkin, par exemple. Et elle a pu être plus à l'aise après et pouvoir s'exprimer librement sans avoir peur du jugement. Enfin, il y avait plein de choses qui se jouaient au niveau émotionnel et juste en travaillant sur quelques réflexes, ça a permis de libérer ça. Voilà, et j'ai aussi Cassandre, c'est une fille de 16 ans. Donc elle était complètement paralysée, elle ne pouvait pas s'exprimer à l'oral à l'école, donc impossible d'ouvrir la bouche. Le stress l'a paralysée complètement. Donc là, on a travaillé avec elle sur Moreau, Babkin, réflexe de peur paralysante, par exemple, et le réflexe de protection. Et là, même quand elle s'exprime avec moi, je vois vraiment une grande différence et plus d'assurance, une confiance en elle qu'elle n'avait pas avant. Et elle peut maintenant s'exprimer à l'oral. Elle a encore un peu de stress, évidemment, mais au moins, elle peut... ce qu'elle aimerait maintenant améliorer, c'est de parler moins vite, parce qu'à cause du stress, elle parle très vite, mais au moins, elle arrive à s'exprimer maintenant. Voilà, donc ça, c'était la prochaine étape. Voilà. Voilà, alors pourquoi tous les professionnels de santé peuvent avoir vraiment un bénéfice à avoir quelques connaissances dans ce domaine? Parce que comme les réflexes sont à la base de la construction de l'enfant et pour la maîtrise de son corps, de ses émotions et de ses apprentissages, eh bien, quand ils ne sont pas intégrés, quasiment toutes les professions d'accompagnement ou de santé peuvent se trouver confrontées à un blocage qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce que derrière se cachent les réflexes. Je vais prendre par exemple les troubles 10, par exemple. Ben, il y a plein de réflexes si on les intègre. Alors, quand je dis intégrer des réflexes, ça veut dire faire en sorte qu'ils puissent s'inhiber comme ils devraient l'être normalement.
Et donc, s'ils ne sont pas inhibés et quand on les observe, on voit qu'ils sont présents. Et après, on fait en sorte de les inhiber. Et c'est là qu'on voit le bénéfice et qu'on voit les bonnes conséquences, quoi. Donc, par exemple, pour les troubles 10, ça peut être des réflexes genre RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou, ou RTAC, réflexe tonique symétrique du cou, qui sont à l'origine. Et il suffit donc d'inhiber ces réflexes. Et ces troubles 10 peuvent être résolus très rapidement. Et alors, l'orthophoniste pourra faire son travail de manière plus fluide, alors que sinon, elle va galérer avec des séances et des séances et des séances, parce que, à l'origine, ce sont des réflexes. Alors, je ne dis pas que pour tous les troubles, c'est forcément des réflexes, mais très souvent, c'est des réflexes qui sont pas intégrés, qui sont à l'origine de ces troubles-là. Pareil pour l'hyperactivité ou les troubles de l'attention. Donc, c'est souvent aussi des réflexes. Il suffit de les inhiber et les intégrer, et puis l'enfant se calme. Et déjà, même pendant la séance, quand je procède au remodelage, je vois l'enfant se calmer, mais quasi immédiatement, quoi. L'autre jour, j'avais c'était une petite fille de 8 ans, et donc elle voulait apprendre plus vite ou un truc comme ça, parce qu'elle était trop lente, et pour diverses raisons, hein, puisque quand des réflexes sont présents, ça parasite vraiment tout le corps de la personne, même corporellement. Il peut y avoir des impatiences, des choses qui gênent les personnes le sentent corporellement. Après, il y a l'attention, où les gamins, ils ont du mal à être attentifs. Et donc, elle, je pense qu'elle sentait un peu tout ça, et ça l'a freinée du coup, et elle était beaucoup plus lente, et en même temps très agitée. Et alors déjà, la maman m'a dit qu'elle l'avait emmenée voir une kinésiologue, enfin plein de personnes. La gamine n'avait pas du tout coopéré. Et là, bizarrement, elle a coopéré. Et pendant que je faisais le remodelage, elle se calmait, mais on sentait vraiment que ça descendait d'un coup. Et donc, moi, je le voyais, et la mère m'a confirmé, elle me disait, je ne l'ai jamais vue aussi calme depuis sa naissance. Donc, voilà, ça apporte vraiment la détente immédiate, même pendant le remodelage, l'enfant ou la personne sent vraiment la détente immédiatement. Parce que ces réflexes non intégrés, ça crée tellement de tension et d'inconfort. Quand on fait ce remodelage, ça apaise. Un autre exemple, par exemple, un ostéopathe ou un chiropracteur peut être coincé parce que des réflexes ne sont pas intégrés. Donc, je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui était bloqué au niveau de sa nuque. Donc, il y a une des observations où on fait mettre les bras comme ça chez la personne, et on lui amène la tête d'un côté et de l'autre. Et des fois, la personne, elle est bloquée, elle n'arrive même pas à aller plus loin. Et alors, soit moi, je renvoie vers le chiro si je vois que ce n'est pas le réflexe qui est à l'origine, et inversement, ça peut être le réflexe qui est à l'origine, et le chiropracteur peut me les envoyer. Donc, il est arrivé une fois où la personne était bloquée à ce niveau-là. Je remodèle le réflexe en question, et à la fin de la séance, elle a pu tourner jusqu'au bout. Voilà, donc vous voyez, vraiment dans tous les domaines, que ce soit pour les enseignants aussi, parce que eux aussi, ils ont un bénéfice à pratiquer des petites activités, même dans leur classe, et ça aide les enfants à se concentrer, etc. Et il y a des enseignants qui, en pratiquant régulièrement sur une année, ont vu dans leur classe des progrès énormes par rapport à leurs collègues, par exemple, en pratiquant, faisant des activités simples. Les instituts ont comment dire, plus de possibilités à faire ce genre de choses que dans les grandes classes, hein, puisqu'ils s'occupent un peu de tous les enseignements, y compris l'activité sportive, et on peut l'intégrer dans l'activité sportive. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Pour les gens qui s'occupent des traumas, par exemple, il faut savoir qu'un trauma va provoquer l'émergence d'un réflexe, de plusieurs réflexes. Et donc, pour dissoudre des traumas,
on a intérêt aussi à travailler sur les réflexes, puisque une fois que les réflexes ont émergé, ça augmente encore le niveau de stress et le stress général de la personne. Et son état émotionnel aussi en est affecté. Donc, en s'occupant des réflexes déjà de base, on diminue déjà d'un cran déjà le stress et le niveau de stress général chez la personne, avant de pouvoir s'attaquer déjà au trauma. Donc, c'est vraiment une approche globale et complémentaire et qui aide à avancer plus vite. Voilà. Donc là, je vous ai donné des exemples pour montrer que vraiment toutes les professions peuvent bénéficier, dans l'accompagnement, peuvent vraiment bénéficier de connaissances dans ce domaine. Voilà, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Alors, de quoi je peux encore vous parler? Si j'ai une question, Axel. Ouais, vas-y. Une séance ne suffit pas. Il faut après que les gens puissent faire d'autres exercices, continuer l'exercice à domicile, ou alors pour certains réflexes, une séance de 50 minutes peut suffire. Alors, en fait, ça dépend de l'objectif déjà. Parce que, en fait, quand moi je travaille sur objectif, et donc normalement, à la fin de la séance, la personne observe déjà une amélioration dans l'objectif qu'on a fixé. Donc, elle sent déjà qu'il y a un changement à la fin de la séance. Maintenant, ce qui a été fait en séance, effectivement, il y a des petites activités pour renforcer. Et avec le remodelage qui a été fait pendant la séance, il suffit après de 3 à 6 semaines d'activité pour vraiment renforcer ce qui a été fait et que les réflexes soient inhibés. Voilà. Ok, merci. Ça répond à ta question. Mhm. Voilà. Et des fois, on fixe un objectif et après, les personnes viennent me dire des effets que je dis collatéraux. Je donne un exemple, un enfant de 3 ans qui depuis sa naissance, n'avait pas dormi. Ses parents, sa mère n'en pouvait plus, hein, elle est venue me voir, elle des baloches jusque-là. Et puis, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont couru plein de médecins ou de thérapeutes. Et ce petit, donc, ne dormait pas, faisait des terreurs nocturnes, des cauchemars toutes les nuits. Et voilà, il n'avait pas dormi une seule fois depuis sa naissance. Et donc, on a fait 2 séances. Et à la 3e, quand le gamin est venu, déjà, il n'est plus la même tête parce qu'il dormait. Il n'avait plus de cernes, il avait une bonne mine. Et donc, c'était terminé, il dormait. Donc, après 2 séances. Voilà. Et pour lui, par exemple, j'avais fait des bercements. Donc, les activités pour intégrer les réflexes, elles sont multiples. Hein. Comme je vous ai dit, l'IMP brasse vraiment plein de méthodes. Donc, il y a des bercements, il y a des... Donc, ça, c'est des mouvements rythmés hein, qui justement rappellent des mouvements rythmés in utero. Il peut y avoir des automassages, qu'est-ce qu'il y a encore de brain gym. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du brain gym. Donc, c'est Paul Denison qui a créé cet outil qui vise plusieurs réflexes. Donc, il y a plein de petites activités, genre les mouvements croisés. Donc, ça, c'est les plus courants. Ça, vous devez connaître, hein, les cross-crawl. Ça, vous les connaissez. Voilà, donc ça, par exemple, cette activité, elle permet vraiment de reconnecter cerveau gauche, cerveau droit. Elle permet d'être plus concentré, etc. Il y a le Coucou's Up, vous connaissez aussi. Donc ça fait partie de la routine énergétique. Donc ça, c'est les plus connus. Mais il y en a plein d'autres encore. Hein. Voilà. Sinon, il y a les... Oui? Je crois qu'il y avait une question chez Eric. Ouais. Eric, si tu peux ouvrir ton micro. Et... Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. J'aurais voulu, si c'est possible, que tu donnes un exemple, mais c'est ce que tu es en train de faire. D'accord. Donc, c'est bien. Un exemple pour le brain gym? Non, pas pour le brain gym, mais pour j'ai oublié le terme, enfin, la remodélisation.
Le cross-crawl et le coucou-ça, par exemple? Ou les bercements? Oui, par exemple, tu as déjà expliqué tout ça, tu as expliqué le versement, brain gym, tout ça, donc tu as répondu à ma question. Maintenant, c'est plus spécifique, j'imagine. Bah, je vais Donc, encore citer d'autres manières. Donc, il y merci. a oui, des mouvements dits primordiaux. Par exemple, Original Strength de Tim Anderson, vous avez déjà entendu parler? Donc, c'est ce qu'on appelle des mouvements primordiaux qui ont été copiés sur comment se meut un bébé, en fait. Donc, c'est 5 mouvements qu'on dit de réinitialisation. Ça permet de réinitialiser le corps. Donc, c'est par exemple des hochements de tête, des marcher à 4 pattes, se balancer, se retourner comme un bébé. Voilà, ça, c'est aussi des activités qui sont utilisées pour intégrer les réflexes. Il y a également des mouvements d'auto-renforcement spécifiques. Par exemple, pour le réflexe de Moro, eh ben, on peut utiliser ce qu'on appelle la fleur. Donc, c'est un mouvement, on est au sol, on se ferme complètement, comme ça, avec les bras, les jambes, les mains repliées. Ça, c'est la fleur fermée, et ensuite on ouvre. Donc ça, c'est par exemple l'activité d'auto-renforcement qu'on va donner à la maison si on a travaillé sur les réflexes de Moro, par exemple. Voilà. Donc, pour vous reparler des effets collatéraux, donc pour le gamin de 3 ans là, qui ne dormait pas, donc le but, c'était qu'il dorme, donc, et il était d'accord avec cet objectif. Hein. Donc, des fois, les enfants, ils ont un objectif autre que celui des parents. Mais là, pour le coup, lui aussi, il avait vraiment envie de dormir. Donc... Et l'effet collatéral qui m'a été rapporté et dont je n'avais pas du tout connaissance, c'est qu'il n'allait jamais dormir chez un copain, il avait trop peur. Et au niveau relationnel, il était très, très, très insécurisé. Et donc là, il allait aux anniversaires des copains, il allait dormir chez les copains. Donc ça, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un souci. Donc c'est ça que j'appelle les effets collatéraux, les bienfaits collatéraux qui surgissent et que les gens nomment après coup et on ne savait même pas que c'était aussi un souci. Voilà. Et puis, donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'intégration isométrique. Donc ça, c'est ce que j'enseigne dans les formations de niveau 1 et niveau 2. C'est-à-dire, c'est une méthode qui permet d'aller plus vite. C'est-à-dire, si on utilise cette méthode, ça permet d'accélérer l'intégration du réflexe. Et donc, ça consiste à faire à la personne, de manière consciente, le schème du réflexe. Et donc, ça permet de reprogrammer en quelque sorte le cerveau pour qu'il puisse faire ce mouvement réflexe, mais de manière intentionnelle. Et donc, ça le reprogramme en quelque sorte. Et ça le permet de se réapproprier ce mouvement pour qu'il soit plus réflexe et qu'il soit de nouveau fait en pleine conscience et qu'il puisse s'inhiber. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration isométrique. C'est ça que j'enseigne dans les formations de niveau 1 et 2. Il y a aussi des ateliers que je propose, et ces ateliers, en fait, dans ces ateliers-là, on ne voit pas l'intégration isométrique, on se concentre juste sur l'observation de réflexes suivant des thèmes. Donc, il y a le thème réflexe et apprentissage, et réflexe et émotion. Donc, c'est 2 ateliers, 2 journées différentes. Et là, on apprend à observer 4 réflexes pour chaque thème et à avoir toutes les activités possibles, chaque réflexe qui permet d'intégrer, à pratiquer chez soi. Et donc, ces ateliers permettent à toute personne de pouvoir s'approprier justement ces outils-là sans forcément avoir un professionnel et pouvoir observer pour elle-même, pour les gens de sa famille. Et pour les professionnels, ça sert aussi à compléter leur boîte à outils avec des activités différentes à proposer. Parce qu'il faut savoir que n'importe quelle activité ne convient pas à n'importe quelle personne, donc il faut toujours laisser le choix. Il faut que ça convienne à la personne, sinon il faut être sûr qu'elle ne va pas forcément le faire chez elle si vraiment ça ne correspond pas à ce qu'elle aime faire. Voilà.
C'est pour ça que c'est bien de vraiment diversifier les activités à proposer. Voilà. Et donc, pour finir par rapport à la formation niveau 1, niveau 2, donc pourquoi j'ai fait cette formation? C'était pour vraiment concentrer tous les outils qui peuvent être vraiment utiles dans une pratique de thérapeute et d'accompagnant comment dire, en bien-être, développement personnel. Puisqu'en fait, dans la formation que j'ai faite, ces réflexes qui sont vraiment importants, par exemple le réflexe de peur paralysante, le réflexe de protection, le réflexe de Moro, ces réflexes-là, ils sont vraiment importants par rapport au niveau de stress, de sentiment de sécurité, les angoisses, etc. Et en fait, ils sont disséminés un peu dans tous les modules de la formation que j'ai faite et pour laquelle je suis certifiée. Et donc, ma volonté, c'était d'amener un concentré, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se taper toute une grosse formation, d'amener vraiment un concentré de ce qui est important, de ce qui est efficace par rapport à ces problématiques quoi, de trauma, de stress, d'angoisse, d'anxiété, enfin tous ces problèmes qu'on rencontre pour les personnes qui viennent consulter. Voilà. Encore des questions? Et quand est-ce qu'a lieu la prochaine formation? Parce que je crois qu'il y en a une, il n'y a pas trop longtemps, mais je n'ai pas pu y participer. Oui, donc là, j'avais fait le niveau 1 en septembre dernier. Le niveau 2, ça va être fin avril. Okay. Et par contre, le prochain niveau 1, je crois que ça va être en octobre ou novembre là, de 2023. Ouais. Je ne connais pas la date exacte, je ne sais plus. C'est novembre. Okay. C'est novembre. D'accord, ok, merci. Et alors, il y a les ateliers que tu peux présenter. Et oui, alors il y a les ateliers qui ont lieu, eux, là, en juin. 2 ateliers et en septembre aussi les mêmes ateliers. Ok, d'accord. Et donc, ces ateliers, en fait, donc je les présente comme étant des ateliers que tout le monde peut vraiment s'approprier. Mais donc, pour pouvoir animer ces ateliers, il a fallu que j'y assiste et je pensais que j'allais m'ennuyer puisque j'étais déjà certifiée, donc je pensais avoir fait vraiment déjà le tour de la question. Et ben, j'étais étonnée que ça m'apporte quand même encore quelque chose de faire ces ateliers. Voilà, donc c'est vraiment c'est pas mal. Voilà. Ok. D'autres questions? Anthony? Oui, donc moi, j'ai pas fait le niveau 1, mais je me suis inscrit ici pour... Ça poserait un problème ou pas? Pour moi, dans la compréhension de ce week-end-là, quoi, tu vois. Eh ben, il peut y avoir Le fait de des pas avoir fait le moments niveau où moi j'ai conçu niveau 1 et niveau 2 pour que justement ce soit dans la continuité et parce que je pose bien les bases dans le niveau 1 et voilà, donc il y a des choses qui sont supposées connues dans le niveau 2. Maintenant, c'est pas impossible de suivre, mais c'est juste qu'il manquera un morceau. À la limite, tu pourras peut-être faire le niveau 1 à un autre moment, par exemple. Maintenant, je ne sais pas. Bah, je suis intéressée aussi, hein, du coup. Bah, je demande à Michael. Est-ce que pour les ateliers, tu peux peut-être en dire plus parce que comme c'est bientôt, ce serait peut-être intéressant de... Oui, donc les ateliers, donc il y en a un, c'est sur les réflexes et apprentissage. Et donc, on voit 4 réflexes par atelier. Donc, par exemple, pour réflexe et apprentissage, on voit le RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou. On voit l'agrippement palmaire. On voit... ça y est, j'ai oublié, il faut que je regarde mes notes. Et donc là, on est... Le galant Ouais. et le RTSC aussi, oui. Et donc là, la thématique, c'est tout ce qui est problématique d'apprentissage, c'est ça. C'est ça. Alors, ce qu'il faut quand même que je précise, c'est que de manière générale, tous les réflexes quand ils ne sont pas intégrés, ils ont des répercussions pour l'apprentissage, pour les émotions et pour la maîtrise de son corps. Mais il y a quelques réflexes quand même qui sont plus spécifiques, mais ce n'est pas forcément eux qui vont toujours être en cause quand on a des problèmes d'apprentissage. Donc ça, je veux quand même le préciser. Mais c'est quand même les plus fréquents. Voilà. Et donc pour l'autre, c'est atelier émotion.
Là, on voit le réflexe de Moreau, le réflexe de protection, le réflexe de parachute et le réflexe d'attachement. Voilà. Et donc, c'est comme je disais, on apprend à observer les réflexes. Donc là, vous saurez observer ces réflexes-là dans ces ateliers. Et on voit dans le détail, plus dans le détail que dans la formation, vraiment les activités, comment les faire pour pratiquer en autonomie et aussi utiliser dans l'approche professionnelle. Donc, je pense que participer aux ateliers, c'est pas incompatible avec, je veux dire, c'est pas une répétition. C'est Peut-être juste quelques complémentaire. réflexes qui vont être vus quand même. Mais voilà, c'est complémentaire, on va dire, ouais, presque. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un, un certain ou une certaine Loucheux, qui a une question. Donc, peut-être réactiver le son et poser la question. Oui, bonsoir. Annie Bonsoir. Loucheux. Je suis une femme. Oui, j'entends. Voilà. Je suis désolée, j'ai un problème avec la caméra. Voilà. Alors, moi, je veux poser juste une question basique parce qu'en fait, je ne connais pas du tout et je ne Oui, vais allez-y. pas forcément dans un but de formation. Donc, je ne sais pas comment se déroule en fait une séance parce que j'ai cru comprendre qu'au départ, il y a quand même un bilan. J'imagine pour arriver à cerner quelle est la problématique et si on est bien dans une problématique de réflexe. Comment ça se passe concrètement? Alors, dans une séance en IMP, on ne parle pas de problème, on essaye déjà de fixer un objectif qui soit concret et qui soit motivant pour la personne. Déjà, on se fixe un objectif. Donc ça, oui, je n'ai pas dit aussi. Il y a des réflexes qui sont comment dire? Donc normalement, ils devraient être inhibés. S'ils ne sont pas inhibés, ils peuvent ne pas l'être, mais en permanence. Donc tout le temps, le réflexe est là, il perturbe la personne. Et d'autres fois, ça peut être juste dans certaines situations, c'est-à-dire des situations où il y a un stress supplémentaire, qui est plus challengeant, par exemple, eh ben, certains réflexes peuvent émerger à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de travailler sur objectif, parce que du coup, imaginons que la personne, j'avais un gamin, par exemple, qui voulait pouvoir faire un lob avec son pied, il n'arrivait pas. Et donc, je lui ai fait mimer son objectif, il voulait arriver à faire son lob, et il sentait une tension dans la jambe. Voilà, donc ça, c'est le point de départ, on fixe un objectif. Ensuite, j'observe quelques réflexes, pas forcément tous, parce que je peux déjà trier à peu près les réflexes qui pourraient être en lien avec son objectif. Donc, j'en observe quelques-uns. Et puis, je lui dis, tiens, ce réflexe, il pourrait être utile pour arriver à faire ton lobe, ou il y a celui-là aussi. Et celui-là, parce que, je vais donner des exemples, par exemple, l'allongement croisé, par exemple, c'est un réflexe qui se situe au niveau des jambes et qui sert à protéger. Si vous marchez sur un caillou, par exemple, vous allez voir que vous aurez le réflexe de soulever votre pied. Je pense que ça vous dit quelque chose. Oui. Voilà, ça, c'est le réflexe d'allongement croisé. Et ce réflexe, il peut être utile par rapport à son objectif, par exemple. Et donc, je peux observer celui-là, un autre des pieds, le réflexe amphibien au niveau de ses hanches, par exemple. Okay. Et voilà. Et donc, et un autre aussi, le RTL, par exemple, réflexe tonique labyrinthique, qui, avec le mouvement de la tête, peut, déséquilibrer complètement la personne et l'empêcher d'être stable sur ses pieds et de maîtriser son ballon, du coup. Voilà. Et donc, ensuite, quand je nomme à quoi servent les réflexes et ceux qui peuvent lui être utiles et que moi, j'ai observé qui sont pas intégrés, et la personne va choisir. Elle va dire, moi, je pense que c'est celui-là qu'on pourrait bosser. Voilà. Et donc, après, je remodèle le réflexe et puis on choisit une activité qu'il pourra faire à la maison pour renforcer ce qu'on a fait. Voilà. D'accord, ok, merci. Et est-ce qu'on peut dire que ce travail sur les réflexes est durable? Ou est-ce qu'on a un risque que, sous l'effet d'un nouveau stress, par exemple, la chose se réactive en quelque sorte?
Oui, alors évidemment, on n'est jamais à l'abri de ça, puisque tout choc, tout stress est susceptible justement de faire émerger un réflexe. Donc, une fois qu'on a inhibé le réflexe, comment dire, eh ben après, il faut mettre en place une hygiène de vie aussi, hein, de manière générale, pour conserver ce bien-être, mais c'est valable dans tous les domaines de la vie, quoi. Donc, si la personne, après, ben, continue à mal manger, ne fait plus rien, ne bouge plus, etc., ben, ça risque de revenir. Et en cas de gros choc, de toute façon, il y a ce risque, hein, ça c'est sûr. D'accord. Et excusez-moi, j'ai encore une question. Quand vous parlez justement d'hygiène de vie, j'entends l'alimentation, tout ça, mais est-ce que c'est-à-dire qu'il y ait un protocole particulier tous les jours, par exemple, d'exercice à faire? Est-ce qu'il y a ce que vous appelez la Oui, routine? alors après, quand je parle d'activité que je donne à la personne pour renforcer ce qu'on a fait, c'est effectivement des petits exercices, donc très variés, hein, puisque je vous ai dit, ça peut aller d'un exercice de brain gym ou d'une autre activité, etc. Mais quelques minutes par jour, par exemple. Mais ça, c'est à faire 3 à 6 semaines par rapport à ce qu'on a fait en séance. Donc, après 3 à 6 semaines, le réflexe, c'est bon, il est inhibé. Donc, est-ce que ça veut dire que s'il se réactive, on peut le redésinhiber? Bien sûr. D'accord. Donc, on a le bouton pour appuyer sur Oui, oui, tout à fait. on. Et le but aussi, c'est que la personne soit autonome. C'est-à-dire que ben, elle-même, elle pourra se dire, oh là, je sens que je vais refaire quelques jours ce truc-là, et puis voilà. Ah oui, ok. Donc, il y a beaucoup de... C'est vraiment un accompagnement, hein, c'est pas, on n'est pas là comme un médecin. La personne est actrice vraiment de son évolution. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, ah oui, je voulais aussi donner des exemples de ce qu'amènent, de quelques réflexes, de ce qu'ils amènent quand ils sont bien inhibés, comme ils devraient. Donc, par exemple, le réflexe de Moro, c'est un réflexe qui, ou alors je vous dis le contraire, quand il n'est pas inhibé, ben, ça va créer un sentiment d'insécurité extérieure et intérieure. C'est-à-dire l'insécurité, elle est à l'intérieur de la personne, donc ça la rend totalement indisponible à être en lien avec les autres. Donc souvent, c'est des gens qui vont être repliés sur eux-mêmes, qui ne vont pas pouvoir créer des relations avec les autres ou entrer en relation avec les autres facilement. Un gamin qui est pris dans un réflexe de Moro ne va pas pouvoir réciter sa récitation devant ses camarades. Et, le stress va le paralyser complètement, etc. etc. Voilà. Et donc ça, c'est pour le réflexe de Moro. Le réflexe de Babka, dont je parlais aussi tout à l'heure, qui s'appelle aussi le réflexe paume-bouche de Babka. Donc, c'est le réflexe qui s'active quand la phase où le bébé ramène tout à la bouche. Voilà. Et donc, là-bas, c'est un réflexe qui sert à s'alimenter, à découvrir le monde, et il le découvre par la bouche. Et quand ce réflexe est bien intégré, ça permet une bonne estime de soi, la circulation de la joie, du bien-être, la satisfaction des besoins de s'alimenter, des besoins d'amour, etc. Donc, c'est un réflexe qui est très, très émotionnel aussi. Vous avez également le réflexe de parachute, c'est le réflexe des mains. Quand vous tombez, vous avez le réflexe de vous rattraper avec les mains. Ben, c'est ce réflexe-là. Donc, il faut savoir aussi, et ça, je n'avais pas dit, mais bon, on ne peut pas tout dire, qu'il y a des réflexes qui évidemment doivent s'inhiber, mais qui doivent ressurgir vraiment en cas d'urgence, en cas de chute, par exemple. Donc, ça, c'est un des réflexes qui est là pour nous protéger, qui doit s'inhiber, évidemment, et qui doit ressurgir à bon escient pour nous protéger. Voilà. Donc, ce réflexe, indépendamment du fait de nous protéger si on chute, eh bien, il sert à pouvoir bien délimiter l'espace personnel, à savoir dire non à bon escient. Donc, c'est aussi très en lien avec les émotions, à savoir mettre les limites et savoir où s'arrête mon espace personnel et celui des autres, etc.
Vous avez aussi le réflexe de Babinski, ça c'est un réflexe qui est au niveau des pieds. Et puis donc qui est bizarrement en lien avec le langage, avec l'expression orale, manière de s'exprimer. Le fait de vouloir aller de l'avant, c'est en lien avec ce réflexe aussi. Voilà. La confiance en soi aussi. Et puis il y a le réflexe traction des mains, par exemple. Ça, c'est un réflexe qu'on teste en attrapant la personne par les avant-bras et on voit, elle part de la position couchée, on la ramène assise. Et normalement, ce réflexe active, elle devrait s'asseoir quasiment comme un ressort. Si ce n'est pas le cas, c'est que le réflexe n'est pas intégré. Et ce réflexe peut être en lien avec des états dépressifs quand il n'est pas intégré, en lien avec l'hyperactivité aussi, des troubles d'attention, etc., etc. Voilà, donc là, je vous ai donné quelques exemples. Il y en a plein, il y a une quarantaine de réflexes en tout, mais voilà. Je vous ai juste cité quelques-uns. En réalité, il y en a 70 et quelques. Dans la formation que j'ai faite, j'en ai vu 40 environ. Et voilà. Faut en garder un petit peu pour les ateliers, pour la formation. Ouais, il y en a largement, t'inquiète. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres aspects peut-être que j'ai oublié d'aborder ou des questions que vous posez après tout ce que je vous ai dit? Eric, oui. Regarde, oui. Eric? Tu peux, oui. Voilà, le temps d'activer mon micro. J'aurais voulu savoir si la pratique de sport ne pouvait pas aussi participer à la désactivation. Alors, si, ça peut, parce qu'en fait, ça dépend quel sport aussi. C'est-à-dire, il y a des activités qu'on fait qui ne sont pas naturelles, on va dire. Et donc, celles-là peuvent effectivement, alors, si c'est fait, si on force trop, ou si, voilà. Mais tu parles peut-être de blessures qu'on peut avoir en faisant du sport, ou juste le fait de pratiquer du sport? Non, je me disais qu'un enfant qui pratique un ou deux ou trois sports peut déjà, je dirais, par le mouvement qu'il pratique, solutionner pas mal de problèmes. Ah, que ça pouvait l'aider dans l'intégration des réflexes. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, à partir du moment où on bouge, ça contribue à intégrer. Maintenant, c'est le mouvement qui se rapproche le plus de notre activité naturelle qui va aider le plus. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi. Merci. C'est-à-dire tout ce qui se rapporte à ce qu'on fait naturellement, marcher, courir, grimper, sauter, nager. Voilà. D'autres questions? Je regarde si je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Voilà, si on a un peu de temps, s'il n'y a pas de questions, oui. Moi, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu as, c'est peut-être sur le site, mais un nom ou... Tu as coupé ton micro. Tu as recoupé ton micro. Eric, on n'a pas entendu ta question. Hein. Oui. Non, je me rends compte, il y a mon petit dessin qui est resté barré. Je voulais savoir si tu pouvais me donner éventuellement ton nom ou ton adresse ou le nom de quelqu'un pour éventuellement envoyer des gens. Ok. D'accord. Et toi, tu es situé où? Près de Liège. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Axel? Tu le mets dans le chat ou bien alors éventuellement on le met dans le mailing après? Dans le mailing après, on va le mettre parce que là, je n'ai pas le nom en tête. Ok.
Ah oui, pour conseiller quelqu'un en Belgique. Ouais. Oui, oui, c'est ça. OK. Donc, comme il nous reste quelques minutes, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore expliquer un autre aspect de l'effet du stress sur notre corps. En fait, vous connaissez tous flight, fight, freeze. Hein. Donc, c'est les trois manières de réagir à un danger imminent. Et malheureusement, notre cerveau pense être souvent en danger imminent. Hein, et donc, la réaction de flight, fight, freeze, eh ben, on l'a quotidiennement et voire sur de longues durées, des mois, des années. Et donc, ça va jusqu'à affecter notre posture. Donc, il y a des gens qui sont plus en fight. Et donc, eux, ils vont être peut-être plus droits et dressés vers l'arrière. Ceux qui sont plus en fuite, ils vont être plus recroquevillés et avoir des épaules qui vont comme ça vers l'avant. Et donc, la posture est affectée. Et puis, il y a ceux qui sont plus dans le figement. Et donc, là aussi, ça peut se voir sur la posture. Mais à force, du coup, que cette posture elle devienne permanente, bah, il y a des muscles, en fait, que le cerveau ne contrôle plus et qui se contractent de manière totalement réflexe. Et donc, c'est ce qu'on appelle les réflexes du stress. Ce n'est pas des vrais réflexes au sens des réflexes archaïques, c'est des réflexes du stress. Et à force que ces muscles se contractent involontairement, eh bien, ça peut être à l'origine justement qu'il y ait des réflexes qui ressurgissent et aussi ce qu'on appelle des amnésies sensorimotrices. Donc, toutes ces zones que le cerveau ne contrôle plus, c'est des amnésies. Donc, le cerveau n'a plus accès volontairement à pouvoir contrôler ces muscles qui sont hors contrôle. Voilà. Et donc, en travaillant sur les réflexes, on peut également sortir de ces amnésies sensorimotrices, justement. Et donc, ces amnésies sensorimotrices, on en prend conscience quand on fait les petites activités, en général de manière très lente. C'est là qu'on se rend compte des zones qui ne sont plus du tout contrôlées par notre cerveau parce qu'il y a des tremblements, des choses comme ça qui apparaissent. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Et je n'ai pas parlé non plus des réflexes de vie. Donc, il n'y a pas que des réflexes archaïques. Il y a aussi ce qu'on appelle des réflexes de vie. Donc, les réflexes archaïques, quand ils s'inhibent, ils laissent place à ce qu'on appelle des réflexes de vie. Et ces réflexes-là sont faits pour nous soutenir tout au long de notre vie. Et ceux-là aussi, des fois, ils sont mis à mal. Et on s'occupe aussi de pouvoir les remodeler et faire en sorte qu'ils soient fonctionnels et présents pour soutenir la personne. Voilà. Merci. J'espère que vous avez appris des choses et que c'était intéressant pour vous. Oui, merci. Oui, très intéressant, merci. Je voudrais Voilà, juste vous communiquer aussi les dates précises des prochains ateliers et tout ça. Voilà, comme ça. Ok, Claude, tu pourras te charger de communiquer. On les rappellera dans le mail qui viendra après, Super, avec le replay et tout ça, okay. les dates des ateliers, les dates des formations aussi. Il n'y a pas de souci. C'est prévu. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Un grand merci. En tout cas, très intéressant. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me joindre par mail. Claude, tu peux aussi le mettre dans... Voilà. Il y a d'autres choses. Voilà. Oui, mais j'ai une dernière question.